La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de ce journal. Après prorogation, le 5e recensement général de la population et de l'habitat a officiellement pris fin ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans ce journal comment les différentes équipes de recensement ont mis à profit les dernières heures de l'opération. L'alternance dans les établissements de formation technique, c'est ce projet qui est mis en œuvre depuis le début de cette année scolaire au Togo. L'idée est de permettre une meilleure formation professionnelle et ce matin, le projet est déjà évalué. Et puis les producteurs du coton en Afrique de l'Ouest sont réunis depuis ce matin à Lomé pour une situation alarmante. Des insectes s'attaquent à leur culture et ravagent tout sur leur passage. Ils veulent ainsi trouver des solutions d'urgence à découvrir dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat s'est achevé ce mercredi 16 novembre. Une prorogation qui a permis de recenser plus d'habitants. Et ce mercredi, les agents recenseurs ont mis à profit les dernières heures de l'opération pour une dernière inspection, histoire de détecter des personnes non encore recensées. Notre équipe de reportage a surpris certains dans les quartiers Tocoin de Domé et Ridjanaoui. Voici le reportage signé Clarisse Atikle. Aux dernières heures du 5e recensement général de la population et de l'habitat, le binôme Ablavi Taoufik est au quartier Tocoin de Domé à Lomé. C'est pour recenser les habitants de cette concession. Ils n'avaient pas été enrôlés, quoique le quartier ait déjà été visité. Normalement, je devais aller quelque part pour une affaire, non. Nous sommes obligés de rester pour l'importance de l'enrôlement. Rien n'est gênant du fait qu'on puisse nous poser la question si on réside ici pendant 6 mois ou non, quelque chose. Est-ce que vous avez dormi ici jusqu'au lendemain? La veille, vous étiez ici jusqu'au lendemain? Au dehors, quand vous voyez la concession, c'est comme s'il n'y a personne dans la maison. Et comme les cartographes n'avaient pas pris aussi ça en considération, nous, on pensait que c'était vrai ce que les cartographes avaient fait. Mais par l'intervention des superviseurs et puis le contrôleur, nous avons su que nous avons fait des erreurs. Donc j'ai appelé mon agent et puis nous sommes revenus sur le terrain pour pouvoir dénombrer. La prorogation de 4 jours de l'opération du recensement est donc une chance pour les habitants de cette concession de se faire enrôler, même cas de figure pour le sieur Apélété. Après plusieurs tentatives de rencontres manquées avec les agents recenseurs, il réussit à se faire enrôler ce dernier jour. Aujourd'hui, ça va être le dernier jour pour finaliser tout. Donc, c'est pourquoi je suis à la maison. Le recensement, c'est une bonne chose pour connaître l'effectif de la population. Le vieux était absent. Donc finalement, on a eu son numéro. On l'a appelé, on a eu un rendez-vous. C'est la raison pour laquelle on est revenu aujourd'hui. Vu que c'est le dernier jour, nous sommes également dans le ratissage. Il y a quelques concessions qui sont également dans ces situations-là. Nous sommes en train de les gérer. Réticentes au départ, les populations ont adhéré progressivement au 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les agents recenseurs, les contrôleurs et les superviseurs ont voulu saisir l'occasion du dernier jour pour ratisser les zones déjà visitées, histoire de détecter quelques non recensés. Nous avons profité de cette opportunité pour pouvoir prendre en compte ceux-là qui au départ s'étaient opposés au recensement ou qui, par conflit d'agenda, n'étaient pas présents pour ce recensement. Donc nous avons mis à profit les derniers jours pour pouvoir faire un ratissage qui consiste à passer de concession en concession pour voir les ménages qui n'ont pas été dénombrés. Les numéros verts qui ont été mis à disposition ont été utilisés par ces ménages pour nous faire appel. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un grand nombre d'agents sur le terrain pour leur permettre leur enrôlement. Fini donc la phase de dénombrement.
Les données recueillies portent sur le cadre de vie de la population et sur l'état général de l'habitat. Elles permettront une meilleure planification et gestion des programmes dans le but de réduire la pauvreté. Pour une formation professionnelle de qualité, le Togo expérimente l'implémentation de l'alternance dans les établissements pilotes. Durant cette année scolaire, des acteurs de ce projet veulent déjà évaluer les actions déjà menées sur le terrain. Le compte rendu avec Marie-Reine Abeta et Christine Petchekalode. Un nouveau paradigme dans la loi d'orientation sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. La formation par alternance, une orientation stratégique conduisant à une profonde réforme du régime de fonctionnement des établissements et centres de formation technique et professionnelle. C'est un système qui consiste à envoyer des apprenants dans une entreprise où ils vont acquérir, développer des compétences théoriques et pratiques et aussi dans leur centre de formation. Nous sommes dans une phase pilote. Et qui de phase pilote, c'est une phase d'expérimentation. Et ce qu'on expérimente, il y a toujours des écueils. C'est la raison d'être de cette séance de travail avec les 10 responsables d'établissement de ces centres retenus, plus les responsables chargés des stages dans les établissements. Nous avons convoqué ces 10 établissements pilotes-là pour les écouter et afin d'échanger avec eux, les recarburer davantage et reprendre pour généraliser cette alternance l'année prochaine. Nos directeurs, nos chefs d'établissement repartiront d'ici avec des conseils qui vont leur permettre maintenant de bien nuller le concept. 4 jours suffiront pour notamment apporter des solutions aux difficultés liées au recrutement des apprenants, aux orientations et instructions relatives aux problèmes rencontrés au cours de la rentrée pédagogique, les difficultés liées au placement en stage des apprenants et des mécanismes visant à renforcer le partenariat public-privé en matière de développement des compétences techniques et professionnelles seront également abordés. Ces modules vont aider plus efficacement les centres pilotes à contribuer au développement socio-économique de leurs localités respectives. Et parlant justement de formation professionnelle de qualité, je vous amène ce soir à la découverte ou à la redécouverte de la plateforme industrielle d'Adéticop PIA. Depuis le lancement des activités en 2021, qu'est-ce qui est fait concrètement? Petite visite guidée ce soir avec Sandra Aziagbe. Plateforme industrielle d'Adéticop. Nous sommes au centre de formation sur les métiers du textile. Dans cette unité, théorie et pratique. Tout commence ici. Vérification des tissus produits avec du coton togolais. Dessin patron, découpage des tissus, confection et au bout, le produit final. Ils sont 900 jeunes à bénéficier de la formation dans ce centre depuis son installation. Sordinet y a trouvé sa voie. L'ancienne enseignante volontaire est désormais responsable d'une ligne de production. Je suis arrivée ici n'ayant aucune connaissance. Premièrement, on a les panels complets de cutting qui viennent. Donc on a le front et le back, ça veut dire le devant et le derrière. Donc on joint une partie de l'épaule. Premièrement, qu'on redonne la deuxième opération qui fait le neck, rib. Et troisièmement, on fait la couture de la seconde épaule, la deuxième partie. Après, on colle les 2 manches. Après avoir collé les 2 manches, on remet au neck banding. Donc après le neck banding, on fait le neck closing. C'est là où on met l'étiquette principale au centre. Après cela, on fait le couture du côté, ça veut dire le side seam. Après cela, on fait le sleeve hemming, le bottom hemming et le pic. Et puis nous avons un t-shirt à col rond. À quelques mètres de là, l'usine de transformation conventionnelle du soja. 240 000 tonnes de cette légumineuse seront transformées ici par an pour la production de l'huile de soja et autres dérivés. Textile, alimentation, la plateforme industrielle fait également de l'assemblage automobile des motos électriques de marque M Auto. Pionnier dans la sous-région et services fournis par 2 jeunes Togolais.
quand les motos arrivent, on essaie d'ouvrir certaines parties. Quand on fait le service, nous-mêmes on détecte les pannes qu'on essaie d'arranger. Ce sont les premiers résultats de la PIA lancée il y a 2 ans. Les responsables restent confiants pour plus encore. Le projet de la plateforme industrielle d'additifs COPE se porte bien. Nous avons près d'une quinzaine d'unités industrielles qui ont déjà signé le contrat d'installation. Et les emplois créés par ce projet à ce jour tournent autour de un peu plus de 2000 emplois. On n'a pas encore rempli les besoins de main-d'œuvre estimés pour les usines de textiles. Parce qu'avec la prévision des usines qui vont arriver, c'est près de 12 000 emplois qui seront créés. La PIA est un hub économique au service de l'industrialisation du Togo. Industrialisation nourrie des matières premières locales. Et on n'en est encore qu'à la phase 1. Et l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA a organisé hier mardi à Lomé une rencontre de sensibilisation et d'information des acteurs du projet Variwa. Et cette information donc consiste à les informer et à les sensibiliser justement sur l'incubateur dénommé UVI2A. Le projet vise à valoriser l'éclosion des startups agricoles et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté à travers l'insertion socio-professionnelle des jeunes issus des universités et des centres de formation du Togo. Le reportage est signé Edwige Atakpabassabi avec la voix de Eli Agba Nyadao. L'incubateur, unité de valorisation des agricoles et agroalimentaires UVI2A, est ici présenté aux chercheurs des universités et instituts de recherche agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs. UVI2A veut stimuler la création d'emplois fondés sur les besoins directs des populations et avec des technologies déjà développées mais non encore exploitées. C'est pour sensibiliser, informer les acteurs de recherche et innovation qu'il y a une structure qui accompagne les innovateurs du domaine agricole et agroalimentaire. Et donc, ceux qui ont des innovations, ceux qui ont des résultats, qui n'hésitent plus et viennent vers nous pour qu'ensemble, on trouve les voies et moyens pour qu'ils mettent à valeur leur technologie. Ceux qui ont des idées de projets et qui n'arrivent pas à décoller, alors ils peuvent venir vers notre incubateur qui est une structure qui est constituée des formateurs et des coachs qui vont les aider à monter leur entreprise à partir d'idées de projets. L'incubateur UVI2A est ouvert à tous. Il faut juste avoir une idée innovante dans le secteur agricole ou dans le domaine de la transformation agroalimentaire, entre autres. L'intérêt, c'est de créer des entreprises basées sur les résultats de recherche afin de réduire la pauvreté et d'insérer ces diplômés-là qui sortent des universités. Nos bénéficiaires sont les chercheurs de tous bords. Ça peut être les chercheurs des universités publiques ou privées, mais les inventeurs aussi particuliers qui sont là dans leur laboratoire à la maison, qui innovent, sont aussi les bienvenus, mais aussi les entreprises qui sont déjà installés. À partir du 21 novembre, nous allons lancer un appel à candidature. Alors, ces bénéficiaires-là iront sur notre site, télécharger et renseigner la fiche. Donc, c'est des questions-réponses qu'ils vont répondre. Des questions, ils vont donner des réponses et puis ils vont nous renvoyer. Et à partir des réponses qu'ils ont données, nous allons sélectionner 20 porteurs de projets. Le projet UVI2A a été sélectionné dans le cadre d'un appel à proposition lancé par l'Agence universitaire de la francophonie. À terme, il permettra de fournir une assistance technique aux porteurs d'idées de projets sélectionnés, fournir un fonds d'amorçage sous forme de subvention aux projets ambitieux et accompagner les bénéficiaires à protéger leurs innovations. Et je vous le disais également en titre, Lomé abrite depuis ce matin une rencontre sur les jacides ravageurs, piqueurs, suceurs du cotonnier. Ce sont en fait des insectes qui nuisent à la production de l'or blanc dans toute l'Afrique de l'Ouest avec des pertes de récoltes considérables. Il urge donc de trouver des solutions à ce fléau et raison pour laquelle les producteurs de l'or blanc sont réunis depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Solange Amandé et Ulrich Amiga. Des hectares de champs de coton complètement détruits par les jacides. Ces insectes ravageurs, terreur des cotonculteurs. Ces parasites menacent la campagne agricole en cours. Quentin Serré, cotonculteur dans la région centrale, n'espère plus grand-chose de ces 15 hectares exploités cette saison. Et on a été surpris
jusqu'en début du mois d'août, septembre, où il y avait vraiment le port capsulaire, que les acides, les ravageurs ont attaqué nos champs. Donc on ne fait qu'observer les chutes de ces boutons floraux. Et puis le jaunissement des feuilles, à un moment donné, ça devient sec, comme si c'est un feu qu'on a passé sur la parcelle. Cette campagne, on n'a pas vraiment apprécié de façon positive par rapport à ces ravageurs-là. Un véritable frein à l'augmentation de la productivité cotonnière en Afrique de l'Ouest. Le problème rassemble ici à Lomé experts internationaux de la filière et cotonculteurs. Il faut sortir des choses que les chercheurs puissent nous trouver un produit qui peut lutter efficacement et anéantir ce ravageur qu'on ne pourra jamais rencontrer une fois dans notre vie. C'est un coup dur, effectivement. Toutes les sociétés cotonnières sont soumises au changement climatique. Moins de pluie, trop de pluie, sont soumis à l'augmentation du prix des intrants. Maintenant, on a effectivement cette attaque endémique de jacide qui effectivement est un élément supplémentaire qui affaiblit un peu la filière. Et on est persuadé qu'on va trouver des solutions pour lutter contre ces jacides. Et on a déjà des mesures qui sont prises en cours pour augmenter les rendements du coton au niveau des producteurs et rendre le coton une culture attractive. La recherche a assez avancé et l'on dispose déjà de résultats satisfaisants. Dès qu'on a constaté l'épidémie, on a interpellé les chercheurs et les firmes, les sociétés de fabrication de produits. Donc, ils ont mis ensemble de nouvelles molécules, de nouveaux produits à essayer. Et les chercheurs que vous avez aujourd'hui ont essayé dans tous les pays. Ils ont eu des résultats. Nous avons donc invité l'ensemble de la filière pour que les chercheurs exposent ces résultats et ces produits qu'ils ont trouvés. Le coton est un enjeu économique et social dans la sous-région ouest africaine. Sa culture fait vivre directement ou indirectement une vingtaine de millions de personnes. Ces assises de Lomé pour sauver la filière vont durer 2 jours. Autre fléau contre lequel luttent plusieurs pays d'Afrique, ce sont l'extrémisme violent et le terrorisme. Et le gouvernement togolais a anticipé cette lutte donc depuis 2019. Le comité interministériel de lutte contre le fléau, CIPLEV, a été mis en place. Dans ce sens, son mandat, développer des actions de sensibilisation à travers les différentes régions du pays. Et cette activité sera plus accentuée durant les prochains mois, et ceci grâce à un projet qui a été officiellement lancé cet après-midi. Les précisions avec Ekoui Salah. Un nouveau coup de pouce des États-Unis au Togo dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Au cours des 12 prochains mois, les différents comités préfectoraux et cantonaux du CIPLEV vont voir leur capacité opérationnelle plus renforcée en vue de mener plus efficacement leur mission. Le projet financé par les États-Unis sera exécuté aussi bien à Kara que dans les régions centrales et savanes. Avec ce projet-là, nous allons retourner sur le terrain, travailler avec nos comités. Nous allons leur présenter la situation actuelle, les nouvelles dynamiques de l'extrémisme violent et surtout le rôle qu'ils ont à jouer auprès de leurs différentes communautés. Il est question que tout le monde s'implique pour le renforcement de la résilience de notre pays face à l'extrémisme violent. À l'ambassade des États-Unis, nous sommes très fiers de la création de CIPLEV et du rôle important qu'il joue dans la prévention de la lutte contre l'extrémisme violent. Nous sommes remplis d'espoir que le renforcement des capacités de CIPLEV lui permettront de mieux jouer ce rôle et de s'adapter aux nouvelles dons que le phénomène d'extrémisme violent nous impose. À terme, le CIPLEV aura davantage d'éléments pour mieux sensibiliser contre l'extrémisme violent et le terrorisme. La réussite du projet devra permettre au Togo de mieux faire face aux nouveaux défis sécuritaires. En dépit des résultats satisfaisants enregistrés, il n'en demeure pas moins que ces comités locaux rencontrent certaines difficultés inhérentes à leur organisation et fonctionnement. Il est ainsi apparu nécessaire de renforcer leurs capacités afin de leur donner les outils nécessaires pour réussir leur mission. C'est en ce sens que je trouve pertinent la collaboration avec l'ONG Tumondo qui met en œuvre le projet financé par les États-Unis d'Amérique
Les différentes formations qui vont être organisées permettront aux membres du CIPLEV et de ses démembrements locaux de s'approprier des éléments nécessaires à l'élaboration et au suivi des programmes opérationnels du CIPLEV. Le comité interministériel de lutte contre l'extrémisme violent a été créé en mai 2019 en complément aux dispositifs opérationnels existants, notamment le déploiement de l'opération Kundouaré. Sa mission principale, éradiquer ou du moins réduire significativement la propagation de l'extrémisme violent sur l'ensemble du territoire national, mais aussi renforcer la collaboration entre l'administration, les forces de défense et de sécurité et la société civile. Et sécurité, toujours des présumés malfrats viennent d'être présentés à la presse par la brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale. Ils sont 2 à avoir été arrêtés par la police pour utilisation de fausses entreprises en ligne en vue d'escroquerie. Les faits dans ce reportage. La brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale a été saisie le 8 novembre 2022 par une personne résidant à Madrid d'un cas d'arnaque via Internet orchestré par des individus résidant à Lomé en vue d'escroquer une entreprise espagnole. En effet, ces arnaqueurs prétendant être responsables d'une entreprise dénommée West Africa Trade and Investment Commission installés au Togo sont rentrés en contact avec une entreprise espagnole qui est spécialisée dans la fourniture d'instruments de musique. Ils ont pu convaincre le responsable de cette entreprise espagnole de se rendre à Lomé pour la conclusion d'un important contrat de fourniture d'instruments de musique. Il était prévu qu'à son débarquement à l'aéroport international général Eyadema de Lomé, cet Espagnol soit accueilli par ses partenaires qui en réalité sont des escrocs, puis conduit dans un hôtel de la place où ceux-ci lui avaient réservé une chambre. Le contrat devrait enfin être conclu dans un faux cabinet d'avocats aménagé par cette dernière pour leur forfait. Une fois saisie, la police a d'abord alerté la victime sur l'arnaque et l'a conseillé de ne pas prendre l'avion. Ne l'ayant pas su, les escrocs se sont présentés discrètement à l'aéroport pour attendre et accueillir leurs victimes. Mais grâce aux informations obtenues préalablement, la brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale a mis en place un dispositif de surveillance à l'aéroport qui a permis d'identifier et d'interpeller 2 suspects. Il s'agit d'un nommé Oké Patrick, âgé de 51 ans, de nationalité nigériane. Il est revendeur à Lomé. Et Moussa Afo, âgé de 36 ans, togolais, agent commercial à Lomé. Interrogés, ces suspects sont passés aux aveux. Ils ont ainsi reconnu être membres d'un groupe de cyberescrocs dont le leader serait un certain Richard Ikena Ukweni. En réalité, le but de ces manœuvres était de soutirer une somme de $7,000 US à la victime, soit environ 5 millions de francs CFA, en lui faisant croire qu'il s'agit de frais de commission à payer à la structure qui les a mis en contact. N'eût été l'intervention de la police, dès que ces escrocs seraient rentrés en possession de cette somme d'argent, ils allaient soit rompre tout contact avec la victime, soit la plonger dans un cercle vicieux de supercherie. Les nommés Oké Patrick et Moussa Afo seront présentés au procureur de la République de Lomé pour répondre de leurs actes. Une fois encore, vigilance. Hors du Togo, dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est un calme précaire qui règne ce mercredi après plusieurs jours d'intenses combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Et plusieurs populations donc ont fui Goma après des rumeurs de tueries.
Ces déplacés congolais tentent de trouver refuge à Goma, la capitale du Nord Kivu. Ils ont quitté mardi le camp des déplacés de Kanyaruchinya au sud de Kibumba après des rumeurs sur l'avancée des rebelles du M23. Savoir que nous sommes toujours en train de fuir nous fait très mal. Nous avons fui Kibumba, nous nous dirigeons vers Goma. On nous a dit que le M23 était à quelques mètres. Nous sommes inquiets car on nous a dit qu'une personne avait été tuée ici. C'est dans ce climat de peur qu'Ohuru Kenyatta est arrivé mardi à Goma. L'ex-président kényan a appelé à la fin des hostilités pour soulager la misère des populations. Les gens deviennent maintenant des déplacés dans leur propre pays. Ce que j'ai à dire, peu importe nos différences, même si nous avons nos problèmes, s'il vous plaît, arrêtons cette guerre. Ces enfants, ces femmes, ces vieillards qui ne savent pas pourquoi les gens se battent et ont pitié d'eux. Arrêtons cette guerre et commençons le dialogue. Les rebelles du M23 ne seraient qu'à une vingtaine de kilomètres de Goma. Face aux rumeurs qui sèment la panique dans la province, son gouverneur tente de rassurer. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Un sentiment de peur apaisé sans nul doute aussi par la visite d'Ohuru Kenyatta. Le Kenyan consulte dans l'optique du nouveau round des négociations entre Kinshasa et les groupes armés le 21 novembre à Nairobi. Et c'est officiel, l'ex-président américain Donald Trump est candidat à la présidentielle de 2024. Il a annoncé hier lors d'un discours prononcé depuis sa résidence en Floride. En campagne depuis des mois, Donald Trump s'avance devant ses partisans réunis dans sa luxueuse résidence de Floride. Afin de rendre sa grandeur et sa gloire à l'Amérique, j'annonce ma candidature à la présidence des États-Unis. Je m'assurerai que Joe Biden ne reste pas 4 années de plus. Après cette officialisation, l'ex-président se livre à une critique en règle de son successeur. À l'heure où nous parlons, l'inflation est la plus élevée depuis plus de 50 ans et les prix du gaz sont les plus élevés de l'histoire. Notre frontière sud a été effacée et notre pays est envahi par des millions et des millions de personnes inconnues, dont la plupart entrent pour des raisons mauvaises et sinistres. En déplacement à Bali pour le G20, Joe Biden n'a pas tardé à réagir. Dans un tweet, il accuse Donald Trump d'avoir laissé tomber l'Amérique. La déclaration de candidature de l'ex-président intervient une semaine seulement après les élections de mi-mandat. Les républicains n'ont pas réalisé de percée au Congrès, échouant à prendre le contrôle du Sénat à cause notamment de plusieurs défaites de candidats soutenus par Donald Trump. Une brèche dont pourrait profiter Ron DeSantis, étoile montante des républicains, renforcée par sa réélection en Floride. Peu avant l'annonce de Donald Trump, il s'exprimait depuis son fief. Les gens pensent que le pays prend une mauvaise direction. Eh bien, l'exemple à suivre se trouve ici en Floride. D'anciens membres de l'administration Trump, comme l'ex-vice-président Mike Pence, pourraient aussi briguer la Maison-Blanche. La bataille pour l'investiture républicaine promet d'être âpre. Et du culturisme pour finir, notre compatriote Manak Bogan, super champion de bodybuilding, vient encore de décrocher 2 nouveaux prix. Et c'était en Allemagne durant une double compétition internationale de bodybuilding. Le compte rendu avec Jason Baga. In der Body over 50 wurde Elias Bogane. Avec ce trophée, notre compatriote Bogan Manak, consolé de sa position de super champion international incontesté de bodybuilding en Europe. Le double monsieur Univers et Olympia a arraché cette première place devant plus de 500 athlètes en compétition internationale de fitness et de bodybuilding à Rheinbach en Allemagne. C'est dans la catégorie la plus prestigieuse des Masters.
Merci à tout le peuple togolais. Merci à mon président Fort et Sozina Niassine pour la promotion qu'on nous permet de faire le sport au Togo, pour la promotion qu'on nous encore à faire aujourd'hui du bodybuilding et bien surveillé et encadré par l'État togolais. Merci pour le fait qu'on nous a permis d'installer la WABA au Togo. Une semaine plus tôt, à Francfort, toujours en Allemagne, Bogan Manak s'est imposé à la deuxième place devant une sélection d'athlètes de haut niveau venus des États-Unis et de l'Allemagne. Somit deutlich erkennbar, denn steht da als letztes. Je dédie encore une fois cette médaille que vous voyez à Monsieur le Président de la République togolaise, Fort et Sozina Niassine, et également à tous les Togolais. La compétition internationale Dennis James Classic d'Allemagne est un véritable tremplin pour les athlètes qui ambitionnent de compétir aux États-Unis. Le culturisme togolais a donc de beaux jours devant lui et nous félicitons encore une fois notre compatriote. Et voilà, ainsi c'est sur le sacre donc du compatriote Bogan en bodybuilding que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.